Vous écoutez Pierre Nantel. Vous souvenez-vous de nos anges gardiens? On était en pleine pandémie, puis on tenait à nommer, à féliciter, à encourager les gens qui se présentaient au travail, dans les milieux de santé en particulier. Et souvent, c'était des gens qui avaient des statuts citoyens peu irréguliers, en attente de citoyenneté canadienne, etc. Ces gens-là, donc, ont fait des demandes, on leur a promis bien des trucs. Et aujourd'hui encore, 240 personnes au Québec sont en attente de régulariser leur statut. On va en discuter avec un avocat spécialiste en immigration, et c'est le co-porte-parole en immigration du Parti québécois, Stéphane Enfield. Bonjour, M. Enfield. Bonjour, M. Nantel. Vous devez être, comme tout le monde, un peu sans mots devant ce genre de situation, d'autant plus que vous savez toutes les démarches qui ont été entreprises par ces gens-là. Oui, mais je pense, M. Nantel, il faut quand même relativiser la situation. On parle, évidemment, de 400 personnes, 400 dossiers sur un total de 13 000. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il faut quand même admettre que la presque totalité des dossiers ont été traités dans des délais raisonnables. Oui. Maintenant, il reste évidemment 400 dossiers et c'est des personnes qui sont derrière ces dossiers-là, donc des femmes, des familles, des enfants. Mais le grand défi actuellement, Immigration Canada, c'est qu'ils ont près de 2 millions de dossiers en traitement avec les ressources qu'ils ont. Alors, la question se pose, ça profite à qui d'accepter des demandes, donc d'accepter que les gens poursuivent à soumettre des dossiers d'immigration sans être en mesure de les traiter dans des délais raisonnables. Ah, bien sûr. Surtout, on connaît l'appétit déraisonnable en immigration qu'a émis M. Trudeau à une certaine époque avec ce fameux tweet. On en est encore à gérer les conséquences. Le Parti québécois, le gouvernement, tout le monde est d'accord pour dire qu'ici, il y a eu vraiment un abus du gouvernement fédéral qui nous a mis dans une situation fâcheuse à tellement d'égards. Mais ces gens-là, quand même, espéraient un développement. Ils doivent passer en avant de ceux qui font des demandes en date d'hier. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque Immigration Canada va de l'avant avec des programmes pilotes, avec des programmes spéciaux comme celui-là, comme par exemple celui qu'on a mis de l'avant pour les Ukrainiens, avant ça, avec les Syriens, les Irakiens, ces dossiers, ces projets pilotes, évidemment, ça prend des gens pour les traiter. Oui. Et l'Immigration Canada n'engage pas plus de personnes, n'ajoute pas de ressources matérielles ou humaines supplémentaires pour traiter ces dossiers dans ces projets. Alors, ce que ça fait, évidemment, c'est le goulot d'étranglement. Donc, plus qu'on a de dossiers, moins de monde pour les traiter. Et je regardais, dans un autre ordre d'idée, la mise à jour budgétaire du gouvernement fédéral cette semaine, et je ne voyais rien au niveau de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, le renouvellement de certains contrats de certains commissaires, donc les gens qui entendent les dossiers de demandeurs d'asile. Oui. Les anges gardiens, pour la plupart, c'était des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, on parle d'un délai d'environ 2 ans avant de pouvoir espérer avoir une date d'audience. Alors, si on congédie au cours de 2025 certains de ces commissaires qui entendent ces dossiers, les délais de 2 ans n'iront pas augmenter. Vont plutôt augmenter. Oui, exactement. Et là, on se retrouve dans des situations où les délais augmentent et on est incapable en plus d'offrir les services que ces gens-là ont droit. Et donc, c'est pas être en mesure d'accueillir dignement les personnes. Alors, il faut trouver des solutions. Et comme je me répète, 2 millions de dossiers en traitement avec le peu de personnel qu'ils ont, je vois mal comment est-ce qu'on peut le faire dans des délais raisonnables. On parle des anges gardiens, mais on pourrait parler aussi des dossiers de demande humanitaire où les délais de traitement frôlent les 50 mois. Donc, on parle de plus de 4 ans avant d'avoir une décision. Et ça ne veut pas dire que la personne va être acceptée au bout de ce délai. Dans certains cas, la demande va être refusée et la personne devra tout de même quitter le Canada après avoir attendu plus de 4 ans. Alors, c'est des situations qui sont inhumaines. Et maintenant, la solution, on la connaît tous. Il faut évidemment respecter notre capacité d'accueil, respecter le nombre de dossiers qu'on est en mesure de traiter dans des délais raisonnables, mettre les ressources nécessaires pour pouvoir faire en sorte que des situations comme celle-là ne se reproduisent pas. Et on a eu du bout des lèvres un aveu, finalement, du gouvernement fédéral il y a quelques semaines par Mark Miller qui disait que, c'est vrai qu'on a peut-être négligé. Plus que ça, on a créé un problème immense dans notre société actuellement, tant au niveau des ressources qu'au niveau du logement, qu'au niveau de la santé. On a vraiment Mais là, ce matin, ce qui ressort, c'est que on avait quand même un engagement envers ces gens-là. Est-ce que vous avez des dossiers dans l'immigration parmi ces gens qui sont en attente toujours après toutes ces années?
Heureusement, les clients dans lesquels j'agissais pour les dossiers de demandeurs des anges gardiens ont tous été traités, ont tous été finalisés, et ces gens-là ont tous obtenu, heureusement, la résidence permanente. Mais bon, il reste quand même là environ 400 dossiers à travers le Canada, donc un peu plus de 200 au Québec. J'ose espérer qu'on sera en mesure de traiter dans des délais plus raisonnables là, ces dossiers, parce que bon, je me répète, mais ces gens-là, bon, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est ça. Mais M. Elfield, honnêtement, quand on vous entend, premièrement, on se dit, bon, ben, faut croire que les gens qui ont fait affaire avec vous ont choisi le bon, d'accord, tant mieux, mais... Pas nécessairement. Mais oui, ben, en tout cas, de toute évidence, les résultats sont là. Mais par contre, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi une personne, vous mentionniez à quel point il y avait eu beaucoup de demandes, qu'il en reste 400 aujourd'hui, mais ces 400-là, est-ce qu'ils ont des traits communs? Est-ce qu'il y a une activité particulière, un pays d'origine particulier? Qu'est-ce qui les caractérise, d'après vous? C'est difficile à pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce qui cloche exactement pour l'ensemble de ces dossiers. Je sais que c'était quand même des dossiers qui n'étaient pas si simples à traiter, hein, parce que, bon, évidemment, il y avait des critères bien précis. Il fallait avoir travaillé dans un domaine d'activité bien précis. On se souviendra, entre autres, les agents de sécurité qui travaillaient dans les établissements de santé, donc dans les hôpitaux. Eux étaient exclus de ce programme. Donc, il y avait plusieurs domaines de gens qui croyaient à tort qu'ils pouvaient justement soumettre la demande. Il y avait un nombre d'heures aussi bien précis, avec une période, des dates bien précises. Donc, certains ont peut-être pas rencontré l'ensemble des critères. Dans certains cas, on demandait aux demandeurs de soumettre des informations supplémentaires ou on voulait avoir des documents supplémentaires. Et les gens pouvaient tarder malheureusement à répondre à ces demandes d'informations de l'agent d'immigration, qui aurait pu évidemment retarder. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le nombre de dossiers à traiter qui est là. C'est là où le bas blesse. Absolument. On ne peut pas traiter convenablement et adéquatement plus de 2 millions de dossiers. Avez-vous l'impression actuellement que cet aveu fait par Mark Miller était tellement comme, peut-être qu'on a exagéré, mais si moi j'exagère et que je crée des dommages, j'affecte la situation financière d'une ville, d'une personne, est-ce qu'on peut imaginer un recours? Parce qu'au-delà des sommes que nous réclamons pour nous rembourser le traitement de ces personnes, il y a quand même tout un traumatisme sociétal au Québec. Il y a quelques minutes, on parlait avec une conseillère municipale d'Hochelaga-Longue-Pointe sur la situation de l'itinérance à Montréal. Tous ces éléments sont reliés et cette porte grande ouverte a généré de graves problèmes humains pour lesquels vous êtes aux premières loges. Oui. En fait, je suis pas un spécialiste là et un de l'immigration, des recours collectifs. Alors, je me prononcerai pas de façon officielle légale, sur cette question-là. Mais j'imagine que oui, le gouvernement s'expose à des recours lorsque les gens se sentent lésés et surtout par des délais évidemment. Qui sont vraiment déraisonnables. Mais vous parlez que le ministre Miller finalement admet du bout des lèvres là sa faute. Je pense qu'il est important de souligner qu'il a finalement admis une part de responsabilité. Mais ça, c'est après que les provinces canadiennes ont commencé à taper du pied et à commencer à dénoncer le programme d'immigration du gouvernement fédéral. Lorsque c'était le Québec, entre autres avec le fameux chemin Roxham. On a eu droit à du Québec bashing interminable. Immédiatement, on était accusé de chauvinisme alors que tout d'un coup, on a réalisé que c'était quoi? C'était comme on recevait 63% des demandeurs d'asile qui passaient par Roxham, ils restaient au Québec. C'est quand même immense. Et les autres provinces qui font comme nous, on préférerait ne pas en accueillir trop. C'est inadmissible. On a été vraiment blâmés et de façon complètement disgracieuse. Exactement. Et on voit aussi l'intervention des Américains dans le dossier, ce qui fait que là, le gouvernement fédéral, ne semble pas avoir trop le choix que d'admettre que peut-être qu'ils ont pris de mauvaises décisions, mais le tort est fait et maintenant, il faut prendre des décisions pour ramener le tout dans une situation qui est raisonnable et avoir un plan d'immigration qui est viable et crédible. Et actuellement, malheureusement, ce qu'on nous propose, c'est loin d'être viable.
Est-ce que la solution peut poindre au-delà des espèces d'engagements qu'on a reçus jusqu'ici, là, qu'on allait diminuer donc l'ouverture de cas? Parce que c'est ça qui arrive à chaque fois qu'une personne arrive dans le besoin, traverse les frontières, c'est un cas de plus à examiner, à valider, mais pour pouvoir traiter le backlog, comme on dit dans le jargon, il n'y a pas de nouvelles ressources, et c'est ça qui est inquiétant de ce que vous nous dites ce matin. Il n'y a pas de nouvelles ressources qui est ajoutée dans le dernier budget. Il n'y a pas de nouvelles ressources et en plus, on ne semble pas vraiment prendre les mesures adéquates pour freiner cette arrivée de nouveaux, entre autres, demandeurs d'asile. On le voit actuellement au Québec, la très grande majorité des nouveaux demandeurs d'asile, ce sont des gens qui arrivent avec des visas, des permis d'études. Mm-hmm. Alors, comment se fait-il que le gouvernement fédéral ne resserre pas les critères pour l'obtention de permis d'études? Ceci dit, ça ne veut pas dire que tous les étudiants étrangers ne méritent pas d'obtenir un permis d'études et venir faire des études au Québec ou au Canada. Absolument. Mais ce qu'on dit, c'est que actuellement, beaucoup profitent de cette situation-là pour arriver au Canada, parce qu'évidemment, le chemin Roxham maintenant est fermé depuis mars 2023, et soumettre une demande d'asile. Donc, ils ne se présentent même pas à l'institution d'enseignement pour débuter leurs études. C'était une façon de pouvoir détourner pour rentrer. Canadien. Bien sûr. Exactement. Alors, il faut adresser cette question-là, et actuellement, le gouvernement fédéral ne semble pas être conscient de cette situation-là. Absolument. Ben, écoutez, M. Enfield, Stéphane Enfield, merci beaucoup de nous avoir expliqué les tenants aboutissants de la chose. Et bien évidemment, chacun de ces cas individuellement est légitime au niveau de la personne. La question, c'est nos politiques d'accueil qui sont pas en mesure de donner justement cet accueil et la francisation qui manque à chaque fois. Ben, pas à chaque fois, mais souvent. Alors, Stéphane Enfield, avocat en immigration, co-porte-parole en immigration du Parti québécois. Merci beaucoup. Joyeuse fête, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Joyeuse fête à vous également et à tous vos auditeurs. Merci. Au revoir.